je déclare ce deuxième vlog du Black November 2024 officiellement ouvert. Bonjour à tous et bienvenue donc dans un nouveau vlog qui, une fois n'est pas coutume, va principalement vous parler de lecture puisque si vous suivez la chaîne, vous devez savoir, en ce moment, je suis en plein dans le challenge Black November. Alors je vais pas vous mentir, il n'y a pas eu que des réussites jusque-là, hein. Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas forcément, puisque la première semaine qui avait pour consigne de lire des thrillers polars romans noirs de moins de 250 pages n'a pas vraiment été une franche réussite, tandis que la deuxième semaine, dans laquelle nous devions lire des premiers ou des derniers tomes de saga, fut bien plus palpitante et réjouissante avec la lecture du roman Sombre de Max Monohet. Et cette semaine, nous attaquons donc la troisième semaine et donc la troisième consigne qui nous demande du coup de lire des polar thrillers romans noirs traitant du racisme dans une forme assez large, on va dire, du terme. Comme d'habitude, j'avais donc choisi 3 titres. La mort selon Turner de Tim Willox, Victime 1264 ou quelque chose comme ça de Jussi Adler-Olsen, ainsi que Les hamacs de carton de Colin Niel. Et vous vous en doutez, à la vue de ce marque-page, j'ai donc jeté mon dévolu sur ce Colin Niel, tout simplement parce qu'il y a peu de temps de ça, j'ai lu mon tout premier Colin Niel que j'ai juste adoré. Du coup, j'avais envie de retenter assez rapidement cet auteur. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est un titre qui aurait aussi pu rentrer dans la consigne de la semaine dernière parce qu'il me semble que c'est le premier tome d'une saga autour donc du personnage du capitaine Anato qui officie en Amazonie française, puisque donc dans ce tome-ci, on va donc suivre Anato qui débarque en Guyane française, qui d'ailleurs lui-même a des origines guyanaises, et qui va devoir enquêter sur la mort très étrange d'une femme qui vivait avec ses 2 enfants. Tous 3 ont été retrouvés morts dans leur hamac, dans un petit village sur les bords d'une rivière ou d'un fleuve dont j'ai oublié le nom, le Maroni. Et ma foi, pour l'instant, c'est pas mal. Alors clairement, on est, je trouve, sur un style d'écriture bien plus exigeant que ce que j'ai pu lire jusque-là. C'est vrai que parfois, j'aimerais peut-être un peu plus de fluidité. Après, je pense que ce qui fait aussi que cette lecture est un peu engageante, je dirais, c'est que dans ce roman, sans surprise, et c'est très bien puisque quelque part c'est ce que je lui demandais, on est vraiment plongé au cœur de la culture guyanaise avec beaucoup de termes spécifiques à cette culture. En fait, on est catapulté en tant que lecteur dans une culture que, pour la plupart, j'imagine, nous ne connaissons pas bien, dont nous n'avons pas forcément les codes, et en toute logique, ça demande un effort supplémentaire pour comprendre ce qu'on est en train de lire. En plus de ça, comme je l'avais déjà dit, hein, la plume de Colin Niel n'est vraiment pas du tout simpliste, donc voilà. Disons que pour le moment, ce n'est pas du tout un roman que je qualifierais de page-turner, mais l'histoire est intéressante. On sent qu'on risque d'aller creuser un petit peu dans le côté social et sociétal de la Guyane. Ça m'intéresse beaucoup, donc ouais, j'ai un petit peu hâte de voir où ça va me mener. Le problème, ça va être pour ma part de trouver du temps pour avancer dans cette lecture. Là, tout de suite à chaud, j'ai l'impression que ce ne sera pas du tout un coup de cœur comme j'ai pu avoir pour C'est quoi que j'ai lu de lui, Seules les bêtes, si je ne dis pas de bêtises, mais que ça restera tout de même une lecture très qualitative. Après, j'ai le temps de changer d'avis d'ici la fin, puisque comme vous voyez, j'ai lu à peu près 70 pages, ouais, 80, et il en compte 370, donc autant dire que j'ai encore largement de quoi approfondir cette histoire, et puis voilà. On va dire que comme départ de cette troisième semaine, on n'est pas si mal. Bon, par contre, on est déjà aujourd'hui mercredi. Oui, je vous prends la bourre, mais je n'ai pas du tout le temps de vous prendre avant cette semaine-ci. Donc, la semaine étant déjà bien entamée, ce serait bien que je mette un sérieux coup de collier pour avancer. J'espère que de votre côté, vos lectures du Black November se passent bien. Et je sais que je vais me répéter, hein, mais si vous avez fait de très très bonnes lectures, et ou que vous avez découvert des petites pépites du roman noir, du polar ou du thriller,
Alors s'il vous plaît, donnez-moi les noms en commentaire, je suis vraiment très curieuse de découvrir tout ça. Sur ce, moi, je vais me remettre au travail, puis à la lecture, je l'espère, d'ici la fin de journée. Et comme d'hab, je vous reprends dès que j'ai un truc intéressant à vous raconter. Nous sommes vendredi, donc il était plus que temps que je reprenne enfin la caméra, mais j'ai une semaine, ma foi, fort chargée, avec en plus de ça quelques petits imprévus. Ce qui fait que j'ai assez peu eu de temps finalement pour vlogger. Et aussi, et ça c'est un petit peu plus embêtant pour le challenge du Black November, assez peu de temps pour lire. En plus de ça, je sais pas, j'ai l'impression qu'en ce moment je suis pas forcément dans un très bon mood de lecture. Ou peut-être que mon cerveau n'est pas dans les meilleures conditions pour se concentrer au mieux sur une lecture, mais c'est vrai que du coup je lis très très lentement, j'ai du mal à rentrer dans mes lectures. Bon, malgré tout, vous le voyez, j'ai tout de même avancé dans les hamacs de carton. Après des départs que j'ai trouvé quand même un peu lents, hein. Je vous avoue que j'ai un peu pédalé dans la semoule. J'ai l'impression que là, ça y est, on avance un petit peu. Il me reste un peu plus d'une centaine de pages. Grosso modo, il me reste un tiers du roman. Donc j'ai bon espoir de le terminer du coup ce week-end. Et bien sûr de venir vous en reparler du coup lundi. Mais pour l'instant, alors je peux encore potentiellement être surprise, hein, mais je pense que clairement on ne sera pas du tout sur le même type de lecture et surtout sur le même ressenti extrêmement positif que j'avais eu avec Seules les bêtes, que pour le coup vraiment j'avais adoré. Petit coup de cœur pour Seules les bêtes. Bon là, je pense que ça va rester quand même une bonne lecture. C'est hyper bien écrit, ça on peut pas l'enlever à Colaniel, mais je vous dis, pour moi, il y a certaines longueurs, il y a certaines choses aussi dans l'écriture qui font que parfois j'ai par exemple deux personnages qui ont tendance à se mélanger dans mon esprit. Donc c'est vrai que par la construction même du roman, je vois vraiment une différence avec Seules les bêtes que pour le coup j'avais vraiment préféré. Donc voilà, normalement je le termine ce week-end et je viens donc vous débriefer tout ça lundi. Sinon, vous aurez donc remarqué ce décor assez inhabituel. Non, bien sûr, je ne suis pas dans ma chambre ce coup-ci. Je suis, vous vous en doutez, dans celle de mon fils. Pourquoi donc? Eh bien, parce que je voulais prendre vraiment 5 minutes pour vous parler de certains livres, certains albums que je lis avec lui et qu'il aime beaucoup, parce que je sais que certains d'entre vous m'ont dit qu'ils étaient grandement intéressés par ça, que ce soit d'ailleurs des parents ou des grands-parents qui me suivent, et je trouve ça génial. Donc comme vous le voyez, en tout cas vous là vous allez en voir une partie, c'est vrai que l'enfant de la maison a une bibliothèque pour son âge assez fournie, dirons-nous. C'est vrai que l'on fait avec lui, je dirais, entre à peu près une demi-heure, voire parfois même jusqu'à 1 heure de lecture par jour, donc forcément pour ça, il faut avoir un peu de matière. Alors je vais piocher certains albums que je vois là derrière et vous en parler un petit peu rapidement, vous dire pourquoi je les aime beaucoup. Le but étant, vous l'aurez compris, de vous présenter quelques livres que j'apprécie, mais également qui marchent très bien avec l'enfant, hein, parce que sinon il n'y a pas trop d'intérêt. Le premier que j'avais envie de vous présenter, et là c'est un de mes petits chouchous, il s'agit de Les grandes idées du petit bandit, donc écrit et j'imagine aussi illustré par Ali Pai. C'est aux éditions Kiman apparemment. Normalement, si j'y pense, j'essaierai comme d'habitude de vous lister tous les livres dont je vais vous parler là dans la barre d'infos avec les romans, hein, ce que je fais toujours d'habitude, mais c'est vrai que d'habitude je ne vous présente pas ce type d'album. C'est donc un très chouette album avec Petit Bandit, qui est donc un magnifique petit raccoon beaucoup trop mignon qui vit avec sa famille raccoon, qui va venir en aide à Mamie Bandit, qui est une vieille mamie raccoon complètement délurée. Et sa spécialité à Petit Bandit, c'est qu'il passe sa vie le nez dans ses livres et que cela va se révéler être utile. J'aime beaucoup l'histoire, que je trouve hyper mignonne, très bien écrite. J'aime beaucoup aussi les illustrations, comme vous voyez ici. Ou encore là, vraiment, c'est une très chouette histoire, toute mignonne, que je ne pourrais que vous recommander.
qui est très sympa à lire du coup en tant que parent, mais aussi en tant que grand-parent, puisqu'il est question dedans d'une grand-mère, comme vous l'aurez compris. Donc voilà, ça c'est l'un de mes petits coups de cœur personnels. Alors l'enfant aime beaucoup, mais je crois que pour le coup c'est vraiment moi qui l'aime encore plus que lui. Sinon, qu'est-ce que j'ai encore à vous présenter? On a celui-là aussi qui est très sympa, qu'il a reçu il n'y a pas si longtemps que ça, de la part de sa marraine. C'est donc On a volé le printemps, qui fait partie, qui est édité chez Ozu. Je pense que c'est écrit par Oriane Lallemand. D'ailleurs, Oriane Lallemand, si je ne dis pas de bêtises, elle écrit aussi des petits loups, je crois. Parce que j'ai déjà vu son nom quelque part à cette dame. Tout à fait, c'est bien ce qui me semblait. Je regarde là. C'est aussi l'auteur des petits loups. Alors, des petits loups, il en a beaucoup pour les chercher trouve. Et donc j'imagine que les illustrations sont signées Hervé Le Goff. C'est donc l'histoire, là encore, d'une enfant qui va venir en aide à sa grand-mère. Sa grand-mère qui est ici et qui déprime parce que les fleurs n'arrivent pas dans son jardin, étant donné que le printemps n'a pas l'air de vouloir pointer le bout de son nez. Vous le voyez peut-être, mais là encore, les illustrations sont hyper sympas. L'histoire est très très belle. L'album, vous voyez, hein, est assez grand, donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu immersif comme ça dans les illustrations. Et ouais, celui-ci aussi c'est pareil, je pourrais que vous le recommander. En plus, vous voyez, il y a pas mal de petits animaux de la forêt, donc il fonctionne plutôt bien aussi celui-ci. Dans le genre très sympa aussi, et qui s'adresse peut-être à des enfants un peu plus jeunes, je dirais. Il y a un livre que j'avais trouvé en ressourcerie que j'aime beaucoup, ça s'appelle donc Écrac, écrit et illustré par Bernard Friot et Danker Leroux, qui est donc aux éditions Milan Jeunesse. C'est une petite histoire assez courte, avec des onomatopées, avec des petits animaux là aussi de la forêt, avec une histoire aussi de lutin que vous voyez ici qui s'appelle Micmac. Et celui-ci fonctionne hyper bien avec mon fils, donc là encore, vraiment je suis très contente de l'avoir trouvé dans ma petite bouquinerie d'occasion, qui ont d'ailleurs parfois certaines petites pépites. Dans le genre, j'avais également trouvé celui-ci, qui est vraiment pour le coup, je pense, l'un de mes plus gros coups de cœur, que j'adore en tant que maman et que mon fils aime beaucoup aussi. On l'a lu et relu cette histoire un nombre incalculable de fois. Il s'agit donc de La Petite Lectrice, écrit et illustré par Élodie Chambaud et Tristan Gillon. Alors je crois que la maison d'édition c'est du coup Gauthier Langros, et ça fait partie de toute une collection comme vous voyez ici qui s'appelle Les Mercredis à lire. Alors mon fils a bientôt 3 ans et demi et en soi on pourrait se dire au premier abord que cet album n'est pas fait pour les enfants de cet âge, et détrompez-vous parce que comme je vous le disais, vraiment il l'adore. Et c'est donc l'histoire de cette jeune fille qui est une princesse, mais alors une princesse pas comme les autres, qui bien sûr adore la lecture. Regardez-moi un petit peu, rien que sur cette page de garde, comme les illustrations sont magnifiques. Et une petite princesse en plus de ça qui vient distiller de façon très subtile, pour autant plutôt claire, des messages féministes que j'ai trouvé vraiment parfaits. Les illustrations sont, vous voyez, comme ceci. C'est une petite princesse qui ne se laisse pas faire, loin de là, qui compte bien mener sa vie telle qu'elle l'entend, et comme je vous le disais, hein, qui se sert donc de ses lectures pour arriver à ses fins et pour aider le royaume et ses parents. C'est vraiment une très chouette histoire. Il y a une princesse, il y a des monstres, il y a des livres, il y a, je vous le disais, hein, de très belles répliques, de très belles morales. Vraiment, si vous tombez sur celui-ci, foncez, parce que pour moi, c'est pépite. Et d'ailleurs, de façon générale, on en a d'autres de cette collection. Je les trouve personnellement très qualitatifs, que ce soit au niveau de la qualité d'écriture, des valeurs et des idées que ça va venir véhiculer chez l'enfant, mais également aussi en termes d'illustration. Je les trouve toujours magnifiques. Donc voilà, si vous voyez là comme ça les mercredis à lire, foncez, parce que généralement c'est très qualitatif. Est-ce que je vous en montre un petit dernier? Qu'est-ce qui fonctionne bien?
On a aussi la collection comme ça des petites histoires de Nino Dino. Alors on n'a jamais testé les grands albums Nino Dino, mais en tout cas les petites histoires comme ceci sont très sympas. Là aussi c'est toujours très tendre, très bien tourné, avec ce petit Nino Dino là, ce petit T-Rex hyper touchant. Alors si en plus comme moi vous vous amusez à faire un petit peu des voix, généralement ça fonctionne très très bien. Ça permet vraiment de faire passer des messages. Je sais que nous, ça nous a beaucoup aidé pour certains sujets à aborder avec lui. Donc voilà, les Nino Dino qui sont là encore chez Milan. Vous pouvez y aller vraiment, en tout cas ici, ça fonctionne très bien. Donc voilà, c'était une petite sélection très rapide. J'en vois là d'autres derrière moi, d'autres collections que vraiment j'adore et qui fonctionnent super bien avec lui, que je vous présenterai du coup dans un autre vlog, histoire de ne pas trop vous en lâcher là d'un coup, parce que j'imagine que les albums jeunesse, ça ne va certainement pas intéresser tout le monde. Mais voilà, je sais que certains d'entre vous avaient envie que je leur communique quelques titres. Donc voilà, j'espère que ça vous aura peut-être un petit peu aidé à faire, pourquoi pas, les choix à inscrire sur la liste du Père Noël. Maintenant, et avant qu'il fasse complètement noir, je vais tout de suite me remettre au travail. J'ai quelques photos qu'il faudrait que je fasse pour alimenter les réseaux sociaux de Maison Louve. J'ai aussi des petits insectes brodés et perlés qu'il faudrait que je m'attelle à monter sur leur cadre. Donc histoire de ne pas trop m'abîmer les yeux, je vais essayer de faire un maximum tout ça avant qu'il fasse noir. Et ensuite, bon bah, le programme de la soirée, ce sera de replonger dans les hamacs de carton et, je l'espère, de mettre un bon coup de collier dans cette lecture. Bon bah il était plus que temps que je vous reprenne avant que définitivement il n'y ait plus de lumière. Je vous reviens du coup en ce lundi 18 novembre avec une bonne nouvelle, parce que comme vous devez peut-être vous en douter, le week-end étant passé, j'ai eu le temps de terminer donc les hamacs de carton de Colin Niel. Alors je crois que je vous quittais en vous disant que c'était sympa mais sans plus, et finalement je dois reconnaître qu'une fois passé, je dirais une grosse moitié, j'ai retrouvé ce petit truc qui m'avait plu chez Colin Niel et j'avoue que j'ai un peu dégommé la fin. C'est donc pour rappel le second roman que je lis de Colin Niel, et si je reconnais que j'ai tout de même moins apprécié, dirons-nous, celui-ci par rapport à Seules les bêtes, je dois néanmoins reconnaître que pour moi, Colin Niel est un très bon auteur, avec une plume à la fois très travaillée et diablement efficace. Au début de ma lecture, je vous avoue que j'avais vraiment cette impression que l'auteur s'était essayé à l'exercice du roman policier pur. Et en fait, plus j'avançais dans ma lecture et plus j'avançais dans l'enquête, et plus je me rendais compte que finalement cette enquête n'était une fois de plus qu'un prétexte, je dirais, pour mettre en scène une fois encore des êtres cabossés par la vie, qui sont parfois en proie à des dilemmes qui semblent complètement impossibles. Les hamacs de carton, pour moi, c'est un roman social noir qui nous plonge littéralement au cœur de la Guyane française, avec cette position géographique si particulière. On découvre comment sur ce territoire les traditions noires-marrons cohabitent, je dirais, tant bien que mal avec les règles et l'administration de la métropole. Je trouve d'ailleurs que l'auteur s'est très bien servi du personnage du capitaine Anato pour incarner, je dirais, cette dichotomie, puisque bien qu'étant guyanais par ses parents et par ses origines, c'est un personnage qui a complètement grandi en métropole et qui finalement ne connaît quasiment rien de la terre de ses ancêtres et de ses traditions. Et du coup, au travers de ce personnage qui apprend à connaître ce territoire qui pourtant à la base est le sien lorsqu'il est muté à Cayenne, on apprend nous aussi en même temps justement à connaître ce territoire de la Guyane française. Vous l'aurez donc compris, vraiment l'une des choses que j'ai préférées dans ce roman, c'est d'apprendre justement pas mal de choses sur l'histoire et la culture guyanaise que jusque-là, je peux dire, je ne connaissais pas du tout. J'ai notamment vraiment apprécié
apprendre et comprendre tout ce qui concernait, je dirais, les croyances vraiment profondes et spirituelles, et également tout ce qui entoure le cérémoniel autour de la mort et du deuil. Alors bien que, comme vous l'aurez compris, j'ai noté pas mal de points positifs à ce roman, je dois aussi reconnaître que pour moi il avait quelques petits points, je dirais pas négatifs, mais qui en tout cas ont fait que ce ne sera pas un coup de cœur. Tout d'abord, il faut savoir que c'est un roman, je dirais, assez dense et que l'auteur prend vraiment le temps d'installer, d'expliquer les choses. Alors vous me direz c'est très bien, oui, c'est quelque chose que généralement j'apprécie, mais là c'était peut-être un peu trop par moments, ce qui fait que, comme je vous l'ai dit, hein, dans la première moitié, j'ai ressenti quelques petites longueurs. Donc si vous recherchez, je dirais, un roman policier page turner, vraiment ne vous tournez pas vers les hamacs de papier parce que ce n'est absolument pas ce que vous allez y trouver. Et puis l'autre gros problème que j'ai eu, c'est que jusqu'au bout, je n'ai eu de cesse de confondre le personnage d'Anato avec son chef. Les autres personnages pour le coup étaient bien campés et étaient très clairs dans mon esprit. Mais ces deux-là, je sais pas pourquoi, là ces deux gendarmes, jusqu'au bout, il n'y avait rien à faire dans mon esprit. Ils ne cessaient de se mélanger, de s'interchanger, et je vous avoue que c'était un peu dérangeant. Par contre, j'ai beaucoup aimé la fin, je l'ai trouvée très réussie, très touchante, sans être tire-larme. Avec en plus de ça, un petit élément un peu surprenant que je n'avais pas vu venir, donc c'est toujours un petit plus. La Hamac de carton, pour moi, c'est donc un roman dans lequel Colin Niel vient nous parler des racines familiales, du fait de grandir sans, des immigrations plus ou moins forcées, plus ou moins voulues. C'est aussi un roman, comme d'ailleurs pour Seules les bêtes, qui nous parle de solitude et de misère sociale. C'est vraiment, je dirais, deux espèces de thématiques que j'ai retrouvées dans les deux romans que j'ai pu lire de lui jusque-là. Plus je le lis et plus j'ai vraiment ce sentiment que Colin Niel est un auteur de l'humain, du sociétal, du vrai, pas toujours très beau à voir, mais toujours très percutant. C'est un auteur qui sait mettre en scène des vies qui nous semblent terriblement crédibles et en même temps des destins extrêmement tragiques et que pour autant, paradoxalement, on imagine très facilement se dérouler dans la vraie vie. C'est donc, vous vous en doutez, un auteur qu'à l'avenir je relirai avec grand plaisir parce que non seulement je trouve sa plume extrêmement qualitative, mais en plus pour moi, en tout cas jusque-là, de ce que j'ai pu lire de lui, ses histoires ont toujours ce petit truc en plus qui les rend à la fois mémorables mais également originales. Sans être un coup de cœur donc, les hamacs de carton, qui d'ailleurs au passage, notons-le, est le primo-roman de cet auteur. J'ai envie de vous dire, un primo-roman de cette qualité, ça fleure quand même très bon pour la suite, parce que clairement, c'est pas tous les auteurs qui sont capables de sortir un premier roman aussi qualitatif. Donc, sans être un coup de cœur, pour autant, c'est un titre que je pourrais recommander, mais vraiment sans souci. Notamment d'ailleurs aux lecteurs qui, comme moi, seraient peut-être curieux d'en apprendre plus sur la Guyane française. Personnellement, je serais donc très curieuse de découvrir la suite des aventures du capitaine Anato, parce qu'il y a d'autres tomes avec ce personnage, et d'y retrouver peut-être certains personnages que l'on a rencontrés ici, et également d'en apprendre encore plus, je l'espère, sur ce territoire français que je connais si mal. Donc voilà, même si ça partait pas forcément sous les meilleurs auspices, au final, c'est resté pour moi une très bonne lecture. Et d'ailleurs, maintenant, quand je revois ce titre et que je comprends ce qu'il signifie, voilà, derrière, il y a toute l'histoire qui remonte, toute la charge un peu lourde et émotionnelle de ce roman. Et ouais, je me dis que définitivement, c'était quand même très bon. Du coup, dans la foulée, ou presque, parce qu'entre deux, j'ai lu un peu de King, faut pas déconner, même si ça rentrait pas dans le Black November, je me suis lancée à la suite dans mon premier roman du coup de la quatrième semaine, quatrième consigne, qui était de lire un polar thriller roman noir sur lequel
apparaît tout ou partie un corps humain. J'ai donc pour cela décidé de sortir Les blessures du silence de Natacha Calestrémé, que j'ai moi aux éditions Le Livre de Poche. D'ailleurs je le rappelle, mais cette espèce de consigne flottante tout le long du Black November qui était de lire un maximum de poche est donc plus que remplie pour ma part. J'ai donc commencé ce roman ce week-end et vous le voyez, j'ai super bien avancé, j'ai passé je crois la moitié. Alors pour vous pitcher un petit peu l'histoire, dans ce roman on va donc suivre Amandine, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est ça. Donc Amandine qui vit à Paris, qui est maman de 3 petites filles et qui est mariée à un gros con, hein, on va pas dire, je sais pas comment dire les choses autrement, qui est donc mariée à un type, et Amandine du jour au lendemain va disparaître. Donc on va suivre les flics qui vont devoir enquêter sur cette disparition pour découvrir un petit peu qui a pu lui vouloir du mal potentiellement. Alors est-ce qu'elle s'est suicidée? Est-ce qu'elle a été victime d'un meurtre? On ne sait pas trop. La famille d'Amandine n'a de cesse d'accuser le mari d'Amandine. D'ailleurs on a des chapitres racontés du point de vue de cette femme qui nous plonge dans son quotidien et qui alimente, hein, je vous avoue, un peu cette idée, parce qu'on se rend très vite compte que son mari est ce que l'on appelle une personne extrêmement toxique, un être manipulateur au possible qui n'a de cesse de la rabaisser, de lui faire croire que tout, de toute façon, tout ce qui ne va pas, c'est toujours d'une façon ou d'une autre sa faute, d'arriver finalement à lui faire croire que oui, peut-être elle serait folle, alors qu'elle est totalement saine d'esprit de base. Enfin bref, vraiment cette relation typique d'emprise ultra toxique. Et c'est en fait cette lecture, à la fois je l'adore parce que je la trouve très réussie, je la trouve hyper percutante, et en même temps j'ai toujours cette rage quand j'y retourne, parce que ce mec, mais j'ai juste envie de le déglinguer, de le tuer, il n'y a pas d'autre mot, vraiment, c'est un personnage abject, mais abject au possible, et ce qui est le pire derrière tout ça, c'est que quand on lit ça, on sait pertinemment que cette typologie de mec existe, et j'ai même envie de dire que ce n'est pas si rare que ça. Et du coup j'ai un petit peu ce contrebalancement de j'adore ma lecture, et en même temps j'y retourne toujours avec une espèce de boule au ventre de rage, parce que ce type me dégoûte au possible. Mais bon, bref, pour l'instant c'est quand même, vous l'aurez compris, une très bonne lecture que j'ai déglinguée et que j'espère terminer assez rapidement pour vous faire un retour, et du coup dans l'idée aussi peut-être de me lancer dans une autre lecture pour le reste de la semaine. Peut-être le Paula Hawkins, parce que j'avais aussi sorti un Paula Hawkins pour cette 4e consigne qui est très très court, donc j'ai bon espoir peut-être de lire les deux. Sur ce, je retourne à mes activités, et comme d'hab, je reviens vous voir dès que j'ai quelque chose à vous communiquer. Je ne sais plus où je vous ai laissé la dernière fois, mais il était temps que je reprenne cette caméra, parce que je viens d'avoir clairement pour l'instant ma meilleure lecture du Black November, et je pense même potentiellement l'un de mes coups de cœur de l'année. Ouais, attention, on est sur du lourd. Alors vous vous en doutez, hein, si j'ai repris cette caméra, c'est bien sûr pour vous donner enfin mon avis final sur Les blessures du silence de Natacha Calestrémé, que j'ai donc terminé hier, il me semble. C'était donc le tout premier roman que je lisais de Natacha Calestrémé. Avant ça, je ne la connaissais absolument pas, même de nom d'ailleurs. Je pense que j'avais très peu entendu parler d'elle. Et ma foi, waouh! Juste, quelle claque! Je sais d'ores et déjà que c'est une auteure que je relirai dans le futur. Je sais d'ores et déjà que c'est un roman dont je vais me souvenir très très longtemps. En fait, Les blessures du silence, c'est un roman à mi-chemin entre le polar et le roman noir sociétal. Et personnellement, j'ai trouvé que l'équilibre entre les deux était très bien respecté. Parce que, comme je vous l'ai dit, il me semble, c'est vrai que d'un côté, on va suivre une équipe
de flic qui va enquêter sur la disparition d'une femme. Et de l'autre, on va avoir des chapitres dans lesquels on va suivre le quotidien d'Amandine, une mère de famille qui subit littéralement son mari pervers narcissique. J'ai vraiment apprécié toute la partie enquête parce que, pour le coup, et c'est pas toujours le cas, je l'ai trouvé, ma foi, plutôt crédible, et en plus de ça, il faut reconnaître aussi que j'ai également accroché avec les 3 enquêteurs, ce qui, je pense, a permis aussi de faire un peu la différence. Il s'agit donc de 3 hommes au parcours personnel très différents, mais tous attachants à leur façon. Et ce que j'ai vraiment adoré, c'est qu'on est très loin du cliché, vous savez, du flic taciturne et badass au passé torturé et tourmenté. Au contraire, hein, justement, ces 3 flics-là n'hésitent pas à, je dirais pas mettre en avant, mais en tout cas assumer leurs faiblesses, leurs fêlures, et également à se remettre en question, et j'ai trouvé ça juste hyper appréciable. Et puis, pour ce qui fut, je dirais, de l'histoire personnelle du personnage d'Amandine, ce fut un coup de cœur en forme de coup de poing. Pourtant, comme je vous l'ai déjà dit un petit peu, il me semble, c'est vrai que la lecture de ces chapitres-là fut assez difficile parce que je n'avais de cesse de ressentir une rage profonde pour le personnage d'Henri, qui est donc le mari d'Amandine. J'avais parfois même presque envie de vomir tant ce personnage me débectait. Et en même temps, je trouve que l'auteur a parfaitement réussi son pari de plonger le lecteur dans le quotidien d'une personne sous emprise, prisonnière d'une relation toxique et victime de harcèlement conjugal. Parce qu'en effet, je trouve que Les blessures du silence abordent parfaitement bien les thématiques de l'emprise, du pervers narcissique, du harcèlement familial. Et je trouve aussi qu'il démontre parfaitement bien à quel point ça peut être difficile pour les victimes de s'extraire définitivement de cette situation et de cette relation. C'était juste, c'était poignant sans être tire-larme, et c'était tristement réaliste. Et en fait, dans ce titre, vraiment, Natacha Calestrémé, pour moi, s'est attaquée à un sujet qui littéralement gangrène notre société et qui est malheureusement bien trop passé sous silence encore aujourd'hui. D'ailleurs, dans ce titre, elle tire aussi le triste constat du peu de réponse judiciaire finalement face à ce type de comportement, et de l'urgence aussi de mettre enfin en place des solutions concrètes pour pouvoir tirer et sortir les victimes de cette situation. J'ai trouvé que ce titre était donc vraiment très complet sur la question. On sent parfaitement que l'auteur est journaliste, qu'elle s'est énormément documentée sur le sujet, et en plus de ça, elle explique aussi très bien à la fin qu'elle a recueilli la parole, qu'elle a dialogué avec des personnes ayant malheureusement vécu ce type de situation, que ce soit d'ailleurs des hommes ou des femmes. Et c'est, je pense, ce qui a permis de rendre cette histoire aussi crédible. Si je devais émettre quelques petits bémols, je dirais que tout d'abord, il y a peut-être eu certaines facilités dans la résolution finale qui, en plus de ça, je suis persuadée, aurait pu être gommée au moyen de petits remaniements de certains éléments, dirons-nous. Désolée, vous vous en doutez, je suis obligée de rester un peu vague, histoire de ne rien spoiler. Et puis, à titre personnel, j'ai été un peu moins emballée et convaincue par rapport à certains éléments, je dirais, de parapsychologie et ou d'ésotérisme dont on parle plutôt sur la fin, parce que tout simplement, je suis persuadée que ce type de discours doit venir parler à des convictions et des croyances personnelles qui n'étaient pas forcément les miennes. Donc forcément, ça n'est pas totalement rentré en résonance avec la lectrice que je suis. Malgré donc ces quelques toutes petites réserves, vous l'aurez compris, Les blessures du silence fut pour moi un énorme coup de cœur qui m'a totalement emballée et happée. Bien que, je le répète, certains passages furent pour moi assez difficiles à lire, mais malgré tout, j'ai
dévoré ce livre que j'avais beaucoup de mal à lâcher. C'est donc un roman que je ne peux que vous recommander parce que je me dis qu'il pourra peut-être permettre d'ouvrir les yeux de certaines personnes sur une potentielle relation problématique dans leur entourage et peut-être même qu'il permettra à des victimes qui ne conscientisent pas être victimes de se retrouver dans certains mots, dans certaines situations et du coup de peut-être mettre des mots clairs sur ce qu'elles vivent finalement. J'ai presque envie de dire que ce titre est d'utilité publique. Parce que vraiment en termes de, je vous dis, de harcèlement conjugal, de situations, de relations d'emprise et de relations toxiques, j'ai rarement lu quelque chose d'aussi réaliste et d'aussi bon. Donc voilà, j'ai juste envie de dire merci beaucoup Madame Calestrémé et j'ai très hâte de pouvoir découvrir un autre de ses romans, histoire de voir si elle arrive à réitérer comme ça ce petit coup de maître qui m'a pas mal chamboulé et je vous dis c'est vraiment un titre que je vais retenir très très longtemps et qui me restera en tête désormais lorsque l'on me demandera des recommandations qui pourraient coller avec ça. Donc voilà, super coup de cœur, je vous dis vraiment, pour l'instant c'est ma découverte du Black November et c'est clair que ça restera l'un des titres phares de mon année de lecture 2024. Je suis vraiment ravie du coup d'avoir une fois de plus fait le Black November, rien que pour la joie d'avoir découvert ce titre que je n'aurais peut-être pas lu, alors, je ne vais pas dire peut-être pas lu sans ça, mais en tout cas c'est sûr que je ne l'aurais peut-être pas lu aussitôt. Suite à cette lecture, j'ai donc enchaîné sur un autre titre, toujours pour cette consigne de lire un roman noir polar thriller avec tout ou partie d'un corps humain sur la couverture et j'ai donc enchaîné avec Angle mort de Paula Hawkins aux éditions Pocket. Pour rappel, je l'avais choisi parce que c'est un livre extrêmement court, d'ailleurs comme vous pouvez le voir, je l'ai plus que bien attaqué hein, puisque j'arrive même sur la fin. Alors je vous refais vite fait le pitch, on est donc avec une espèce de trio de départ. Eddie est mariée et vit avec Jake. Un soir, elle se dispute avec son mari. Elle va trouver refuge chez le meilleur ami du couple, Ryan. Les trois se connaissent depuis qu'ils sont gamins. Sauf que voilà, quelques jours après, ou le lendemain, je ne sais plus, Jack, le mari, est retrouvé mort, assassiné. Et assez rapidement, on va venir soupçonner Ryan, le meilleur ami, avec du coup cette femme qui est là en plein milieu. Alors comme vous le voyez, hein, je l'ai débuté hier, je l'ai plus que bien entamé parce que ça reste du Paula Hawkins, donc ça se lit hyper vite, hyper bien, c'est très fluide. C'est très agréable. Ce coup-ci, on n'est pas au cœur de Londres, mais près d'Édimbourg. Et puis voilà, l'histoire est, ma foi, somme toute classique, mais pas désagréable. Je vous dis, hein, j'arrive très vite à la fin. Je pense que mon regret concernera sûrement la longueur de ce titre, puisque on est vraiment plus sur une nouvelle qui aurait, je pense, pu donner lieu à un vrai roman très étoffé. Ce qui n'est pas le cas ici, donc voilà. Les choses vont un peu vite, mais ça reste, je vous dis, très agréable. Si on le prend vraiment plutôt comme une nouvelle, pour l'instant, c'est plutôt cool. Donc voilà, normalement je le termine ce soir et je viens vous débriefer ça demain et peut-être du coup clôturer ce vlog. Bon, une fois de plus, j'ai essayé de trouver l'emplacement le plus lumineux de toute cette maison parce que je vous assure qu'une fois de plus, là en ce fin de mois de novembre, la luminosité, ou plutôt d'ailleurs le manque de luminosité, c'est absolument catastrophique par chez nous. Il est 3h de l'après-midi et j'ai l'impression que la soirée va poindre le boutonnet d'un moment à l'autre. Mais bon, on va essayer de faire avec. Je suis aussi désolée si vous entendez des bruits de quelqu'un qui frappe. J'ai des travaux devant chez moi, chez mes voisins. Donc malheureusement, si je veux pouvoir clôturer ce vlog, je suis obligée de tourner là maintenant. D'ailleurs, en parlant de clôturer ce vlog, j'ai donc commencé et pratiquement terminé de le monter pour vous le poster. Et en le montant, je me suis rendu compte qu'une fois de plus, j'avais fait mon gros boulet. Alors je sais pas si c'est parce que je suis vraiment un gros boulet, ce qui est totalement possible, ou si c'est également dû au fait qu'en ce moment j'ai le cerveau beaucoup trop pris et pollué par différentes questions, remises en question, angoisses, etc. qui font que mon cerveau n'est plus étanche et que j'ai donc très facilement tendance à oublier des choses ou à en confondre plusieurs, bref.
Toujours est-il que donc je me suis rendu compte que j'avais inversé les consignes de la 4e et de la 5e semaine. Est-ce que ça vous surprend vraiment? Moi, à moitié, je vous avoue. Je vous aurais donc présenté dans cette vidéo une consigne qui normalement aurait dû venir dans le vlog de la semaine prochaine, mais bon, c'est pas grave. J'ai donc lu en avance, on va dire, les romans dont les couvertures devaient présenter un corps humain entier ou en partie, alors que j'aurais dû lire des thrillers dont le titre comporte un mot du champ lexical de la mort, ce que je ferai donc la semaine prochaine. Soit, c'est pas grave, c'est ma tambouille interne. Le principal étant que j'arrive au bout de ce challenge. Cela mis à part, et avant de clôturer, comme je disais, ce vlog, je revenais bien sûr pour vous donner du coup mon avis final concernant Angle mort que, sans aucune surprise, j'ai donc terminé assez rapidement. Alors, sans surprise, je dirais que ce livre m'a apporté exactement ce que j'en attendais, à savoir une lecture sympathique, rapide à faire, mais loin d'être dingue et d'être mémorable. Jusque là, à titre personnel, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai pu lire de Paula Hawkins, et c'est vrai que dans Angle mort, je trouve qu'on retrouve certains traceurs, je dirais, communs à tous ces titres, avec par exemple une femme au centre de l'intrigue, du récit, des personnages principaux assez peu attachants et également une intrigue qui prend place dans le quotidien domestique, je dirais, des différents personnages. Alors j'ai globalement bien aimé ma lecture malgré mon non-attachement du coup aux différents protagonistes, et ce parce que tout d'abord l'histoire avance du coup assez vite, hein, vu la taille du bouquin, et également parce que j'apprécie toujours ces ambiances très anglaises, enfin même si ici on est plutôt côté écossais de Paula Hawkins. Après, ce qui fait défaut pour moi à cette histoire, tout d'abord ce serait sa longueur, parce que c'est vraiment un titre qu'il faut prendre comme étant une nouvelle. D'ailleurs pour moi c'en est complètement une. Mais c'est un peu dommage parce qu'en tant que lecteur, je trouve qu'il est difficile de ne pas se dire que si l'auteur avait fait un petit effort supplémentaire dans l'écriture, dans l'imagination, elle aurait pu transformer ce titre-ci en un vrai roman beaucoup plus étoffé, beaucoup plus intéressant. En fait, cette histoire m'a un peu fait l'effet de lire, je dirais, l'ébauche d'un futur roman. Et puis le second point qui pour moi est plutôt négatif concernera là plutôt la résolution, parce que j'y ai trouvé des mécaniques scénaristiques vues et revues, et je trouve qu'il y avait aussi des grosses facilités dans le dénouement, je dirais, de l'histoire. Je n'ai donc pas passé un mauvais moment de lecture, absolument pas, mais pour moi c'est très clairement le Paula Hawkins le plus faible que j'ai pu lire jusque là, et c'est une histoire que je vais, je pense, oublier aussi vite que je l'ai lue. J'espère vraiment donc que pour ces prochains romans, Paula Hawkins prendra beaucoup plus le temps de développer des ambiances beaucoup plus denses et des personnages beaucoup plus étoffés et travaillés, comme elle l'avait su le faire dans le très bon La fille du train, parce que je fais partie clairement de ces lecteurs qui ont beaucoup aimé La fille du train. Attention, hein, le roman, je précise, parce que j'ai aussi vu l'adaptation cinématographique que pour le coup je n'ai pas du tout aimé. Mais donc voilà, c'est un Paula Hawkins de plus à mon actif, mais ça n'est clairement pas le plus mémorable, loin de là. C'est lu, mais c'était pas indispensable. Sur ce donc, comme je le disais, j'ai commencé à monter ce vlog et je sais qu'il va être encore une fois de plus beaucoup trop long. La semaine prochaine, j'essaierai vraiment de vous faire un vlog beaucoup plus court. Donc je ne vais pas m'éterniser, je vous dirai juste que comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, afin d'aider la chaîne, le plus simple c'est encore de me laisser un petit commentaire ou un petit pouce levé. Et puis je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, si ça vous botte toujours autant. Et jusque là, je vous souhaite, comme d'habitude, paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!